Bonjour à tous à notre dernière discussion sur le colloque risque pays 2022 de la COFAS. C'est un grand plaisir d'être partenaire de la COFAS. Notre discussion aujourd'hui va se concentrer sur l'atterrissage économique et conclura cette édition de 2022. Nous avons jusqu'à maintenant des discussions très intéressantes sur les divergences dans les économies mondiales et les conséquences de cette divergence. Et nous avons aussi discuté de la transition, des transitions vers des développements beaucoup plus durables. Je sais que tout le monde aujourd'hui s'attend à ce que nous ayons des discussions très intéressantes sur cet atterrissage économique et plus spécifiquement sur les risques qui seront présentés aujourd'hui et qui possiblement donc sont une menace pour la reprise économique mondiale. Alors, commençons cette discussion aujourd'hui. Avec moi, nous avons Jean-Christophe Caffé. Vous êtes économiste en chef pour la COFAS. Nous avons Anka Dam. Merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice de la souscription des risques à la COFAS. Bruno Fernandez. Vous êtes responsable de la recherche macro à la COFAS, Ruben Nizart, économiste pour l'Amérique du Nord. Et nous avons aussi avec nous, pas dans le studio, mais en ligne, trois autres experts, à savoir Bernard Ho, qui est très tard chez vous. Vous êtes économiste pour la région Asie-Pacifique. Vous êtes à Singapour. Bienvenue à notre discussion. Nous avons aussi Christian Van Berg de Mayence, économiste pour l'Europe du Nord, et Patricia Krause, qui est économiste pour l'Amérique du Sud et qui est en ligne de Sao Paulo au Brésil. J'ai regardé la météo, eh bien, à Sao Paulo, il fait 21 degrés. Jean-Christophe. Alors, Jean-Christophe, quels sont vos trois points clés pour cet atterrissage économique 2022? Pour mettre tout en perspective, je vais vous dire qu'après la chute en 2020, plus grande récession depuis la Deuxième Guerre mondiale, et l'économie a rebondi avec PIB qui a augmenté de 5,5%, ce meilleur chiffre enregistré depuis le premier choc pétrolier. Ce que nous attendons pour 2022, c'est un atterrissage de l'économie mondiale et la reprise devrait continuer, mais avec un ralenti progressif. Et cette reprise va être accompagné par des incertitudes. Donc le point numéro 1, la reprise est là. Nous allons vers un fonctionnement plus normal de l'économie mondiale. Est-ce que c'est votre premier résumé? Oui, tout à fait. Nous aurions pu parler de la normalisation plutôt que de l'atterrissage parce que nous avons passé une période tout à fait anormale depuis 2 ans. Mais si on parle de normalisation, il aurait fallu préciser ce que la normalité est actuellement. Est-ce qu'on va se retrouver dans les tendances pré-pandémie ou est-ce qu'il y a une nouvelle norme? C'est une question que les économistes se demandent après une crise. Quel est le monde après? Nous avons constaté des augmentations des inégalités depuis le début de la crise et nous avons vu aussi ce qui est sorti de COP26. Nous sommes très loin d'une reprise inclusive et plus verte. En ce qui concerne la macroéconomie, quel est le taux normal des taux d'intérêt? Quelle est la croissance de PIB normale? Est-ce qu'elle est plus élevée parce qu'il y a une meilleure productivité grâce à la digitalisation? Plus bas à cause de destruction de capacités? Ou est-ce qu'il y a aussi la reprise grâce aux politique? Ces questions restent très ouvertes. C'est donc une reprise complexe. Vous avez parlé de l'inflation, des taux d'intérêt, des politiques monétaires, dont on discutera plus tard. Votre deuxième point concernait l'inégalité de cette reprise. En effet, 4% de PIB prévu pour cette année. Nous avons des diversités et des inégalités entre les pays, comme en 2021.
d'un côté, nous avons des pays qui s'en sont très bien sortis en augmentant leurs dettes et grâce à la diffusion rapide des vaccins. De l'autre côté, nous avons des pays qui ont été très fortement frappés et qui sont toujours en récession et ont du mal à s'en sortir parce qu'ils n'ont toujours pas l'accès à la vaccination ou des politiques de reprise. Et les taux de vaccination à fin 2021 sont très bas. Donc, de telles différences de taux de vaccination à travers le monde expliquent pourquoi la tendance va continuer en 2022 avec certains marchés émergents qui vont être moins performants. Donc, complexe, divergent, sans aucun doute, cela crée des incertitudes. Il y en a beaucoup. Et tout le monde en a une en tête, qui sont les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Oui, c'est le risque principal, mais ce n'est pas le seul risque, parce que la crise que nous avons vécue depuis 2 ans est multidimensionnelle. Et c'est une crise économique et de santé, mais il y a une crise d'énergie également, avec une crise de leadership et des tensions géopolitiques. Il y a également des risques augmentants de crise politique après ces 2 années. Et ces risques politiques augmentent toujours, surtout quand il y a des problèmes d'approvisionnement qui vont pousser les désordres. Et l'indice de fragilité indique cela. Les risques politiques et le bouleversement politique, ces risques n'ont jamais été aussi élevés dans les économies émergentes comme les économies matures. Alors, le manque de développement est un risque. Il y a des problèmes au niveau inflation, mais également au niveau du PIB. Si, par exemple, nous avions Omicron ou une nouvelle variante qui frapperait la Chine sévèrement, il y a une politique zéro Covid va mettre à risque notre prévision d'arrêt de tension de chaîne d'approvisionnement et augmenterait l'inflation. Donc, c'est une liste impressionnante de menaces aux économies mondiales. Je vais en ajouter une, l'Ukraine et les tensions entre la Russie et le reste de l'Europe. Comment est-ce que cela peut impacter votre scénario? Comment est-ce que vous pouvez prendre ceci en compte en gardant à l'esprit que personne ne sait ce qui va se passer? Il pourrait y avoir la guerre demain ou un accord demain. Tout à fait. D'après moi, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Nous ne savons pas quelle serait la nature de l'intervention russe. S'il y avait une intervention militaire, nous ne savons pas ce qui pourraient être les mesures de rétaliation des pays de l'Ouest et nous ne savons même pas comment la Russie répondrait à ces mesures. Qui sait? Comme vous le dites, nous pensons au problème d'approvisionnement de gaz naturel, mais d'après moi, ce ne sera pas dans l'intérêt de la Russie de couper l'approvisionnement à ses clients. 80% des exports de gaz vont en Europe, à part de la Russie. Il y a trop de complexité et on ne peut pas savoir quel serait l'impact macroéconomique d'une situation empirante. Un cas, on vient de dire avec Jean-Christophe que probablement les problèmes de la chaîne d'approvisionnement étaient en fait la mère des incertitudes mondiales. Selon vous, quels sont les signes qui nous font penser à une amélioration ou à une détérioration? Effectivement. S'agissant des contraintes qui s'appliquent sur la chaîne d'approvisionnement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'augmentation de la demande au cours des 12 derniers mois. Et lorsque vous avez une demande qui est très élevée, cela a un impact sur la chaîne logistique ou la chaîne d'approvisionnement mondiale. Mais il faut garder à l'esprit que ça fait 20, 30 ans que les grandes entreprises investissent. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour optimiser leur chaîne logistique, leur chaîne d'approvisionnement. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de souplesse lorsque l'offre n'est pas au rendez-vous. Et donc, la hausse de la demande n'est pas suivie d'une hausse de l'offre et c'est un problème.
Et c'est quelque chose que l'on constate à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Il n'y a pas simplement une pénurie de matières premières ou de puces électroniques. Il y a énormément de problèmes et on constate une escalade de ces problèmes pour différentes raisons structurelles dans différents pays. Le consensus semble dire que les choses pourraient s'améliorer au deuxième semestre. Effectivement. Les données récentes nous montrent quoi? Les niveaux de stock semblent relativement suffisants. Ils sont revenus un petit peu à la normale, mais il y a encore des perturbations dans la chaîne logistique. Au deuxième semestre, on constatera une dissipation des tensions, mais je pense qu'en 2023, on continuera de souffrir de certaines pénuries dans la chaîne logistique. Rappelez-vous que c'est en lien avec la demande qui va se modérer au cours du prochain exercice, avec les tensions sur l'offre, mais le risque existe. Jean-Christophe l'a bien dit tout à l'heure, dans certains pays asiatiques, les politiques adoptées vont continuer d'appliquer une certaine pression sur la chaîne logistique et même les grandes entreprises qui ont fait énormément d'efforts pour améliorer et ajuster leurs capacités ne pourront pas se rétablir à temps et ne pourront pas faire correspondre à la hausse de la demande une hausse de l'offre. Bien sûr, Jean-Christophe, l'une des conséquences de ces problèmes de la chaîne d'approvisionnement, c'est l'inflation. Il est difficile de répondre à la demande, donc les prix augmentent. Et il y a beaucoup de pression inflationniste, bien sûr, sur les prix de l'énergie. Quelle est la perspective à ce sujet? Je pense que c'est très important de faire la distinction entre le long terme et le court terme en ce qui concerne les prix d'énergie. Long terme, il y a de l'inflation de l'énergie à cause de la transition énergétique et tous les investissements énormes que cela demande. Et également à cause de la différence d'investissement entre pétrole et gaz. Il y a eu des baisses d'investissement en 2015 avant de revenir en 2020. Alors, ce que concerne le court terme, on voit une tendance d'augmentation des prix d'énergie qui vont s'inverser. C'est difficile d'y croire, étant donné les tendances du marché en ce moment, surtout pour le pétrole. Les prix ont augmenté constamment depuis le début de l'année. Mais lorsqu'on regarde l'équilibre, va avoir une baisse de tension dans les mois à venir avec plus d'approvisionnement dans des pays comme le Brésil, Canada, Guyane, et également à cause de la coalition des pays OPEP. Et ils ont dit qu'ils vont continuer à approvisionner le marché. Ils l'ont répété à leur réunion il y a quelques jours. Et également, ce serait très surprenant, à mon avis, si la production de schiste ne va pas accélérer dans le temps proche, étant donné les prix qui sont en train d'évoluer. Alors, nous pensons que les balances vont changer avec le ralenti de la demande. En ce qui concerne le gaz naturel, nous pensons également qu'il y aura une baisse de tension après la saison de chauffage, surtout dans le nord, en Europe. Nous avons un prime de risque, étant donné les tensions géopolitiques. S'il n'y a pas d'autre escalation, ce que nous pensons, c'est la prévision que nous faisons, et ce n'est dans l'intérêt de personne de voir un aggravissement de la situation. Alors, les prix de l'énergie, on ne s'attend pas qu'il y ait une baisse au niveau de l'inflation de ces prix, mais nous pensons qu'il y aura quand même un infléchissement. Oui, alors les choses s'améliorent, mais l'inflation est toujours un problème et les politiques monétaires devront s'adapter. Et on s'accorde tous pour dire que c'est l'une des caractéristiques de cette année 2022. Les taux d'intérêt partout dans le monde vont commencer aussi à augmenter de nouveau, et plus spécifiquement aux États-Unis. Ruben, quelle est la perspective là-bas? À quoi doit-on s'attendre de la Fed? En fait, elle a dit clairement quelles étaient ses intentions pour les mois à venir. Oui, aux États-Unis, l'inflation est déjà à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis des décennies. L'indice des prix de la consommation a augmenté de 7%
d'année en année en décembre. Ça nous ramène à juin 82. L'inflation est là. La grande question étant, est-ce qu'elle va rester tout au long de l'année 2022? Nous pensons qu'elle va rester élevée tout au long de l'année. Élevée, c'est-à-dire qu'elle restera au-delà, en tout cas, de l'objectif de la Fed, Réserve fédérale, de 2% au cours de toute l'année 2022. Cela étant dit, on s'attend également à ce que ce chiffre baisse tout de même dans les mois, les trimestres à venir. Jean-Christophe a évoqué pour sa part les pressions en matière de prix de l'énergie, pression à la hausse, et nous pensons qu'une bonne partie de ces pressions qu'on voit dans les rapports d'inflation sont liées aux circonstances vraiment extraordinaires dues à la Covid, à la pandémie. Au fur et à mesure, ces conditions vont se normaliser. Par exemple, il y aura une évolution de la consommation qu'on a vue aux États-Unis, en particulier ce passage des services vers les biens qui a vraiment poussé l'inflation en 2021, et la consommation va revenir vers les services en 2022. Ça devrait permettre de faire baisser l'inflation. Cela étant dit, il y a des risques à la hausse importants. Toutes ces incertitudes que nous avons évoquées au cours de la première partie de nos discussions sont des risques en termes d'inflation, bien sûr. J'ajouterais qu'il faut avoir un œil également sur l'évolution des salaires et avec la question du marché du travail et les pressions du marché du travail, il y a une augmentation des salaires, donc plus d'inflation, ce qui va encore cimenter, bien sûr, l'inflation. Quant à la Fed, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, il faut qu'elle soit plus agressive dans ses mesures pour répondre à ces risques haussiers et à cette inflation élevée. Au cours de à la faveur de leurs dernières estimations, ils ont évoqué qu'ils allaient augmenter par 3 fois le taux d'intérêt à raison de 25 points de base chaque fois en 2022. Ça semble assez optimiste, certes, à ce stade, mais je ne pense pas que ce soit si important que ça. En l'occurrence, l'économie américaine, la reprise a été vraiment au rendez-vous là-bas. Je pense qu'aux États-Unis, ils peuvent supporter des taux d'intérêt plus élevés. Et même si la Réserve fédérale augmente de manière très agressive ses taux cette année, l'économie s'en sortira et atterrira, je dirais, de manière satisfaisante. Mais c'est un exercice d'équilibre vraiment parce que d'un côté, il y a le risque d'une hausse assez permanente de l'inflation et d'autre part, il y a un risque d'être trop agressif avec un resserrement des taux et une inhibition de l'activité. Quelle est votre évaluation quant à ce qui se passe dans les Amériques, en fait, on va dire? C'est une mauvaise nouvelle, ce resserrement pour les économies émergentes qui ont des déficits de paiement. Et dans certains pays, en Amérique latine, bien entendu, ils vont être obligés de resserrer leur politique monétaire pour pouvoir répondre à dépréciation des devises. Et c'est un des risques principaux que nous avons identifiés pour cette année, risques liés à un resserrement monétaire aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. Nous allons de nouveau essayer de rentrer en contact avec l'Amérique du Sud ou alors passer directement à Singapour. Et Bernard, sans aucun doute, les choses sont un petit peu différentes en Asie, jusqu'à maintenant du moins. L'inflation est maîtrisée. À des degrés différents, cela dépend des pays que l'on utilise, bien sûr, mais généralement, l'inflation est beaucoup plus rassurante dans cette partie du monde. Oui, les dynamiques d'inflation changent. C'est variable d'un pays à l'autre en Asie par rapport au reste du monde. Mais en tout cas, il y a des pressions inflationnistes, mais le taux d'inflation semble moins marqué que dans d'autres régions du monde. C'est en raison d'un certain nombre de facteurs. Donc, moindre inflation du prix de l'énergie, de l'alimentation. Il y a une moindre augmentation en Asie des prix du transport. Donc, on n'a pas les mêmes impacts qu'en Occident. Et par ailleurs, troisième point, la reprise de la demande en Asie n'est pas aussi forte que dans les économies occidentales. Donc, on peut dire qu'il y a une certaine diversité s'agissant de l'inflation.
l'Inde, les Philippines, eh bien là, il y a une inflation assez marquée. Mais en Chine, on semblerait qu'on ait déjà atteint le pic d'inflation. En Indonésie, on parle d'une augmentation de l'inflation, mais les chiffres restent conformes aux objectifs de la Banque centrale. À Singapour, là où je suis, l'inflation est plus forte par rapport aux tendances précédentes et c'est pourquoi la Banque centrale de Singapour est quelque peu préoccupée et a décidé de resserrer la politique monétaire. C'est une décision prise le mois dernier. Mais globalement, en Asie, l'inflation est plus modérée, c'est plus bénin et en fait, ce n'est pas du tout la même situation que dans les économies occidentales. Merci Bernard. Nous allons de nouveau essayer de nous connecter avec Patricia à São Paulo, Brésil, et discuter des perspectives d'inflation pour l'Amérique latine. Patricia, que se passe-t-il dans votre partie du monde? Eh bien, en Amérique latine, l'année dernière, toutes les économies ont pu atteindre leur régime en termes d'inflation. Donc, le Brésil, la Colombie, le Pérou ont terminé dans la zone de tolérance en termes d'inflation. Et c'était le cas en particulier du Brésil, où l'inflation était au-dessus de 10%, donc le taux le plus fort de ces 5 dernières années, avec un impact sévère des CGR qui ont une forte hausse des tarifs d'électricité en réponse à l'augmentation des coûts de protection d'énergie. Donc, il y a eu un impact sur le prix de l'énergie et de l'alimentation, mais également une forte hausse l'année dernière, notamment au Brésil, au Chili et au Mexico sur l'ensemble des prix. Donc, pour cette année, on pense que l'inflation va diminuer pendant la deuxième partie de l'année, mais elle va rester au-delà du taux de tolérance défini par les banques centrales. Et il va y avoir une convergence vers les cibles l'année prochaine seulement. Et il va y avoir une accélération de l'inflation, notamment aux cycles monétaires qui ont eu lieu en Amérique latine, et il va y avoir une décélération de ce phénomène. Donc, d'une manière générale, le risque inflationniste cette année a atteint son taux le plus fort, et il y est bien sûr au prix des matières premières, comme c'est le cas partout, mais également à la question de la chaîne d'approvisionnement, mais également à une certaine inertie et au taux de change. Et j'ai parlé de taux de change. Il y a deux choses. D'abord, la réserve d'État, qui est vraiment la Fed, qui devient très belliciste, et cela a un impact sur les économies émergentes, mais également du fait d'un agenda politique qui est très fort. Donc, il y a les élections présidentielles au Brésil au mois d'octobre, en Colombie au mois de mars, et également au Chili au mois de mars, puisqu'il va y avoir des modifications de la Constitution, et cela va mener à un certain nombre d'incertitudes cette année. Donc, dans l'ensemble, il y a un impact des taux de change, et cela signifie que les banques centrales d'Amérique latine vont commencer à resserrer leur politique monétaire cette année. Merci Patricia. Il est intéressant de voir toutes ces différentes parties du monde. Là, on voit des menaces communes qui émergent. Bien sûr, le monde est difficile à prédire. On ne peut pas prédire l'évolution des prix. On aura peut-être une maîtrise de l'inflation, mais dans tous les cas, eh bien, l'inflation sera au-delà des objectifs des banques centrales. Bruno, une fois que ceci est dit, est-ce que ces règles s'appliquent aussi à l'eurozone? Dans la zone euro, effectivement, les pressions inflationnistes s'accumulent presque partout. Précisons tout de même qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, elles sont assez éparses. C'est-à-dire qu'en France, l'inflation est assez modérée, environ autour de 3%. Les prix, en revanche, ont augmenté en Espagne. L'inflation est là-bas encore plus importante qu'en Allemagne. On est autour de 5 à 6% dans les deux pays. Cet écart principalement est attribuable au prix de l'énergie, parce que l'inflation de base est en fait similaire d'un pays à l'autre, environ 2%, un petit peu au-dessus de 2%. Les prix de l'énergie sont très volatiles, par exemple en Espagne. Il faut savoir que 40% des ménages ont des contrats dont les tarifs vraiment fluctuent au quotidien en fonction du marché de gros. Par contre, dans des pays comme la France ou comme le Portugal, les tarifs de l'électricité sont révisés 1 fois, 2 fois par an, et les gouvernements en général essaient de limiter la hausse pour les consommateurs.
Il y a des facteurs qui pourraient effectivement faire perdurer l'inflation. On voit par exemple que les prix des biens manufacturés augmentent et la hausse des prix est répercutée sur le client. Mais pour l'instant, on ne voit pas d'effet domino sur les salaires. Par exemple, en Espagne, l'augmentation moyenne des salaires lors des négociations collectives était inférieure à 1,5% en 2021. Et même au cours des dernières négociations de l'année, au cours du dernier trimestre, c'était également 1,5% de moyenne, donc bien en dessous de l'inflation, en l'occurrence espagnole. Peut-être quelques mots concernant le Royaume-Uni, parce que je crois que la situation est intéressante. Elle est un peu différente de celle qui prévaut dans la zone euro. L'inflation là-bas est très élevée. Elle concerne un grand nombre de secteurs. C'est pour ça que la Banque d'Angleterre a été en l'occurrence la première grande banque centrale à augmenter en décembre 2021 ses taux. Et il devrait, ces taux, continuer à augmenter par 3 fois cette année. Merci Bruno. Christian van Bergen de Francfort. Il est très inhabituel, Christian, de parler d'inflation et d'Allemagne dans la même phrase. On n'a pas l'habitude de le faire. C'est quelque chose de non naturel. Mais c'était justifié en 2021. Est-ce que ce sera aussi le cas cette année? Malheureusement, oui. Que peut-on dire concernant l'Allemagne? Les chiffres spectaculaires qui viennent d'Amérique latine ou des États-Unis, impossible pour nous de garder le rythme. On a 4,9% d'inflation à l'heure actuelle, sans effet particulier. C'est l'un des niveaux d'inflation les plus élevés des 30 dernières années. Suite à la réunification, on était parti dans ces eaux-là, mais pas depuis. Bien entendu, c'est une inquiétude parce qu'à l'heure actuelle, on constate une augmentation des cours de l'énergie et des prix de l'alimentation. Mais il faut bien comprendre que on est revenu au niveau de 1949 s'agissant des cours de l'alimentation. Et ça, on remonte à la fondation de la République d'Allemagne. Imaginez-vous l'atmosphère actuelle. Chez nous, on a un nombre croissant de producteurs qui ont déjà annoncé qu'ils allaient répercuter ces hausses de coûts au prix à la consommation. Et s'agissant des Allemands, les Allemands sont très, très sensibles à l'inflation. L'histoire nous l'a bien montré. Et c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, toutes les alarmes sont en train de sonner. Y compris une pression sur les salaires, ce qui était le sujet dont on a déjà parlé pour bon nombre de parties du monde. Là, les prix augmentent et les entreprises, globalement, s'en sortent. Et donc, la façon de mettre la pression, c'est une augmentation des prix. Est-ce que c'est le cas aussi en Allemagne? Oui, effectivement, on a vu des premiers signes de cela. Il y a déjà des niveaux de négociation plus forts avec les syndicats pour les salaires, mais le salaire minimal pourrait être revu à la hausse au mois d'octobre prochain pour un niveau de plus de 20%, 12 € par heure. Et donc, on voit que cette dynamique d'inflation fait que la tendance est plus longue qu'ailleurs. Christian, vous avez aussi un œil sur ce que la BCE dit. Qu'attendez-vous là? J'entends là qu'il est très clair que les taux vont augmenter. Cette intention a été clairement évoquée. Mais Christine Lagarde nous dit aussi qu'elle souhaite faire de son mieux pour protéger la reprise des économies de la zone euro. Donc, comment concilier ces deux choses? Eh bien, tout d'abord, est-ce que la Banque centrale européenne était très claire sur cette question des taux? Ce n'est pas sûr. Alors, en fait, la Banque centrale européenne n'a pas véritablement communiqué sur les taux d'intérêt. La seule chose que Christine Lagarde a fait, c'est qu'elle n'a rien confirmé. Elle n'a pas confirmé le fait que les taux d'intérêt souffriraient de cela. Et entre nous, je dirais que j'aurais probablement fait la même chose. Si je devais cette inflammation si forte, je ne répéterai pas ce que j'ai dit par le passé. Nous pensons chez COFAS que tout d'abord, la Banque centrale européenne va se concentrer sur la fin de programmes d'achat d'urgence dans le cadre de la pandémie, fin mars, pour qu'il n'y ait pas ce gap en termes d'équilibre. Il va y avoir une
hausse dans le programme habituel d'achat de titres qui va se poursuivre et qui va être augmenté, qui va passer de 20 milliards d'euros à 40 milliards d'euros au début, donc pendant la deuxième partie de 2020, puis il va y avoir une réduction progressive. Cela veut dire que l'équilibre va se faire de manière assez douce. Et ainsi, et puis, peut-être y aura-t-il une hausse des taux d'intérêt, mais si on suit la tendance de décembre, lorsque l'on voit les perspectives en matière d'inflation, eh bien, on pense qu'il y a des signes positive d'ores et déjà pour résoudre les problèmes de sources de chaînes d'approvisionnement, que cette pression inflationniste a été d'ores et déjà réduite, donc il y a moins de pression pour la Banque centrale européenne d'agir sur ce front-là. Mais comme vous l'avez dit, bien évidemment, il y a un équilibre à trouver, équilibrer les risques. D'un côté, surtout pour les pays d'Europe du Sud, il y a déjà une rumeur de taux d'intérêt à la hausse, avec cela une hausse des obligations d'État. Et bien sûr, cela rend la position financière de ces pays plus difficile, mais du point de vue allemand, eh bien, c'est le moment d'être patient et discipliné parce que nous sommes frustrés de la situation actuelle avec une forte inflation, des taux d'intérêt bas. Pour nous, ça ne va pas et la Banque centrale européenne doit équilibrer l'ensemble de ces risques. C'est difficile. Précisément, Jean-Christophe, est-ce que vous attendez des tensions au sein de la zone euro? Parce que, sans aucun doute, et en écoutant ce que vient nous dire Christiane, il est évident que l'Allemagne va mettre la pression sur la BCE pour que les taux augmentent, pour ne pas compromettre l'avenir. Mais d'autres pays, peut-être, auraient une opinion différente. C'est là le problème. Depuis le début, il n'y a pas une solution pour tout le monde. Et c'est un risque que nous avons identifié pour 2022. Des erreurs de politique du côté monétaire pour 2022. Et une politique à cause de la peur, cela pourrait déclencher une autre crise. Je parlais de cette crise multidimensionnelle que nous n'avons pas encore eue. Crise financière étant donné les dettes avec des valorisations très élevées. Nous allons suivre cela de très près pour 2022. Definitely, I mean, we saw that it had definitely an impact on the Italian bond yield, in the Greek bond yield. Oui, ça a eu un impact effectivement sur les taux des obligations italiennes et espagnoles. Effectivement, la BCE doit trouver un bon équilibre entre l'inflation justement et également la dette et les obligations dans les pays. Anka, comment les entreprises peuvent-elles évaluer cet environnement difficile là, avec une augmentation des taux partout dans le monde? Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les différents continents. Donc, comment est-ce que cela va rendre leur vie plus difficile quant à leur financement? Comment doivent-elles se préparer à ce nouvel environnement? Effectivement, l'environnement va devenir assez difficile pour de nombreuses entreprises, notamment les PME. En effet, généralement, lorsque les taux d'intérêt grimpent, ça veut dire que tôt ou tard, le taux de financement pour les entreprises va augmenter. Alors, bien entendu, ça dépendra beaucoup du type de facilité de prêt qui serait nécessaire, quel sera effectivement le besoin de financement, mais également la source de ces financements. Et nous pensons que les entreprises les plus exposées à ce type de phénomène sont celles qui ont un business model, un modèle économique qui fonctionne en mode projet, en fait. Par exemple, le secteur du bâtiment. Et on voit un risque très élevé parce que le secteur du BTP est déjà menacé par l'augmentation du prix des entrants, l'augmentation du cours des matières premières, les tensions en termes de salaire, etc. Et donc, le marché de l'emploi est très tendu dans certaines zones géographiques. Donc, tout dépendra de la capacité de ces entreprises, de ces PME, à répercuter les hausses de coûts à leurs clients.
Généralement, l'accès au financement est plus difficile, ce qui signifie que la croissance ne sera pas forcément facile au cours de l'exercice prochain. Et cela entraîne un cercle vicieux parce que moins d'investissement et moins de demande. Bernard, à Singapour, comme Anka nous parlait de la construction comme étant un secteur vulnérable, là, pour la Chine aussi, la construction en Chine a été un souci d'importance au cours des derniers mois. Quelles sont les perspectives spécifiquement pour ce secteur dans ce pays aujourd'hui? Oui, vous avez raison de souligner cela. L'un des risques qui pèsent sur la croissance en Chine, c'est une baisse du marché de l'immobilier, notamment en ce qui concerne le bâtiment. Les activités immobilières représentent près de 30% du PIB chinois. Et quand on ajoute cette baisse, ce risque de baisse à d'autres facteurs négatifs, la politique du zéro Covid, la consommation qui est un petit peu en berne, les exportations qui ne sont pas au beau fixe, eh bien, il y a un risque non négligeable d'un atterrissage un peu dur en Chine. Donc nous pensons que le PIB va passer de 8,1% en 2021 à 5,4% en 2022. Et il y a une multitude de risques baissiers parce qu'il est possible qu'on arrive en dessous de 5% de croissance. Est-ce que le gouvernement chinois peut faire quelque chose qu'il n'ait déjà pas fait pour pouvoir gérer cette crise et essayer d'éviter un désastre si c'est réellement la menace? Oui, eh bien, en Chine, les autorités cherchent la stabilité en 2022. 2022, c'est une année importante du point de vue politique en Chine. Il y aura le congrès quinquennal du parti. Donc, vous voyez, les enjeux politiques sont importants. Donc, il y a eu des mesures qui sont prises, par exemple, un assouplissement en matière de crédit immobilier, de plafonnement des achats immobiliers et des exigences en matière de pourcentage d'apport pour les achats immobiliers. Et par ailleurs, il y a eu d'autres mesures, par exemple les exigences en matière de fonds propres, réserves des banques, si vous voulez. Donc les mesures de resserrement monétaire auxquelles on a assisté ne signifient pas qu'il va y avoir des politiques de big bang. Mais ce qui est important en Chine, c'est ce qu'ils appellent des ajustements non cycliques. Autrement dit, tout changement de politique macroéconomique doit être cohérent par rapport à la politique à long terme. Et cela comprend des mesures réglementaires avec un certain resserrement réglementaire telles que les mesures qu'on a vues l'année dernière. Sans aucun doute, un autre problème pour la Chine, c'est le commerce et les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont détériorées au cours des derniers mois. Selon vous, qu'attendez-vous sur ce front en termes de risques si vous essayez d'évaluer ce qui va se passer dans ces relations? La relation sino-américaine a déjà changé et elle évolue. Donc, il s'agit d'une tendance à long terme et les choses ne vont pas se résoudre du jour au lendemain. Donc, il se peut qu'il y ait une certaine escalade, mais il y aura quand même un risque qui pèsera sur le commerce bilatéral, évidemment cela dans le cadre de tensions politiques. Et le passage de Donald Trump à Biden n'a pas vraiment assoupli les tensions. Au contraire, les tensions se sont intensifiées. Récemment, on a assisté à un certain nombre d'alliances, je pense à l'alliance avec l'Australie, le Royaume-Uni et certaines économies asiatiques. D'ailleurs, donc pour nous, les problématiques commerciales perdureront entre les États-Unis et la Chine. Et la Chine n'a pas répondu à ses obligations d'importation dans le cadre de la phase 1 du traité commercial qui a été signé. Donc, il y a des problèmes actuels qui vont se perdurer et il y aura sans doute de nouveaux problèmes qui vont émerger. Je pense à Taïwan notamment.
Ruben, est-ce que vous êtes d'accord avec ceci? Ces perspectives nous font dire que ces relations sont à un point au plus bas. Je suis tout à fait d'accord. On pensait que le changement d'administration avec Biden n'améliorerait pas une amélioration de toute façon dans la relation sino-américaine, et ça s'est avéré. Récemment, nous avons constaté qu'avec les Jeux olympiques à Pékin, à Beijing, il y a eu des boycotts diplomatiques. Ça illustre également le fait qu'il y a beaucoup de fronts, beaucoup de formes que prennent ces tensions. Ce n'est pas simplement une concurrence dans l'arène technologique, je dirais. C'est aussi Taïwan, c'est aussi les questions des droits de l'homme. En Chine, la question d'Hong Kong, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas à l'horizon une amélioration dans la relation des deux pays, en particulier sur la question des échanges. On pourra peut-être voir un peu de changement avec le fait que la Chine, disons, n'ait pas atteint ses objectifs dans le cadre de la phase 1. Bon, comme ça a été dit, mais de toute façon, il semble peu probable que l'objectif qui a été établi au début 2021 soit un jour atteint. Bernard, une question sur ce qui se passe en Chine quant à le fait de travailler là-bas. Il y a peut-être des discussions avec bon nombre d'entreprises qui disent avoir des difficultés à travailler et qu'il est de plus en plus difficile de le faire en Chine. Parce qu'il est plus difficile de gérer ses propres opérations, il est de plus en plus difficile de recruter du personnel, d'avoir des expatriés qui doivent faire leur travail au quotidien sur place. Il y a donc cette envie des consommateurs chinois d'acheter des produits chinois. Donc tout ceci semble que qu'on aille vers un environnement beaucoup plus difficile pour les entreprises internationales en Chine. Est-ce que c'est un bon résumé ou est-ce que c'est une exagération? À vrai dire, ça a toujours été quelque peu difficile que de travailler en Chine. Pas seulement pour les entreprises étrangères, mais même pour les entreprises chinoises en Chine. Mais cela étant dit, je dirais que l'environnement des affaires a évolué. Et ce, depuis 1 ou 2 ans. Simplement, en raison des modifications réglementaires, il y a eu des évolutions dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'éducation et dans d'autres secteurs aussi. Par conséquent, il est vrai que c'est de plus en plus difficile. Et la Chine mène la politique que j'ai décrite précédemment. Donc, c'est difficile pour les entreprises parce qu'il y a des mesures phytosanitaires, la quarantaine et ainsi de suite, et toutes ces mesures qui sont assez dures en Chine. Malgré tout, la Chine s'est exprimée pour dire qu'elle accueillait les entreprises et les investissements étrangers. Les autorités ont dit que l'environnement est de plus en plus complexe pour les entités chinoises, les entreprises chinoises, mais les autorités restent ouvertes envers le reste du monde, notamment envers les entreprises étrangères. Revenons en Europe et essayons de voir si l'on peut essayer d'évaluer le développement des risques géopolitiques et politiques ici en France, avec l'élection présidentielle dans quelques semaines, 60 jours maintenant. Qu'attendez-vous en termes de profil de risque pour la France? Les derniers sondages indiquent que très probablement le président Macron sera présent au 2e tour face à un adversaire, une adversaire de droite ou d'extrême droite. Dès lors, il gagnerait, selon les sondages, quelles que soient les configurations lors de ce second tour. Le scénario le plus incertain serait peut-être celui qui l'opposerait à Valérie Pécresse au 2e tour, mais de toute façon, l'environnement des affaires resterait peu ou prou le même. Un autre risque pourrait être que le futur président ou la future présidente ne puisse avoir une majorité au Parlement suite aux législatives. Ce n'est pas un petit risque, effectivement, mais on sait qu'en général, les électeurs français donnent une majorité au Parlement
au président, comme ça a été le cas en 2017. Mais voilà, et on ne peut pas exclure non plus des rebondissements de dernière minute dans cette campagne. Boris Johnson ne semble pas être dans une position très confortable là aujourd'hui, mais la question que j'allais vous poser, c'est, cela fait 1 an depuis le Brexit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse dire? Le Brexit a-t-il été positif, négatif pour l'économie britannique? Ou est-ce que cela sera positif ou négatif pour les années à venir? Alors, l'impact économique du Brexit a été à peine ressenti en 2021 parce que la mise en œuvre des contrôles aux frontières sur les importations de l'Union européenne a été reportée par 2 fois. Le 1er janvier, des contrôles ont été mis en œuvre qui pourraient avoir des conséquences délétères sur les entreprises qui importent depuis l'Union européenne, la paperasse, des coûts plus élevés, dans le cadre des pressions également sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais en ce qui concerne la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il faut comprendre que il y a des tensions très importantes qui subsistent entre les 2 parties concernant le statut futur de l'Irlande du Nord, au-delà des accords d'échange. Jean-Christophe, au début de cette discussion, vous avez parlé de 2022 comme l'année de normalisation. Et depuis 1 heure que nous discutons, il me semble que c'est tout sauf normal. Il y a tant d'incertitudes, de problèmes complexes qu'il nous faut confronter et que vous avez évalué en décrivant la situation au cours des dernières minutes. Qu'est-ce qui est normal dans cette situation? Vous dites, si tout va bien, ça peut paraître un paradoxe. Si tout va bien, 2022 devrait être l'année, les risques en dehors de la santé ne reviennent pas. La normalité revient, oui. Le retrait des mesures de soutien du gouvernement dans un contexte de resserrement financier. Donc cela devrait avoir un impact sur les faillites ou les problèmes de solvabilité des sociétés. C'est intéressant. Donc vous pensez qu'il y aura toute une vague d'insolvabilité puisque les gouvernements ont fait tellement de choses? En effet, nous sommes habitués de parler de vagues. Je ne sais pas, on pourrait parler de tsunami ou de vagues. Non, moi je ne parlerai pas de tsunami au niveau de l'insolvabilité, mais effectivement, une hausse graduelle du nombre d'insolvabilités dans certains secteurs, dans certains pays. Nous avons déjà observé certaines évolutions. Et je dirais que d'ores et déjà, il y a une souffrance liée à la hausse des prix de l'énergie et le nombre des faillites augmente au Royaume-Uni, en Espagne notamment, mais tout dépend de la manière dont les gouvernements vont supprimer leur soutien et comment le soutien à l'environnement sera formalisé, puisque c'est une question de liquidité sur le marché. C'est quelque chose dont on ne s'est pas occupé ces derniers temps. Donc c'est pas si mauvais que ça, en fait. Merci. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Ça a été très intéressant de discuter de ces risques pays et de cet atterrissage risque pays. Donc, ceci conclut notre colloque risque pays 2022 de la COFAS. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.